Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un monument absolu, la philosophie de l'esprit, et plus particulièrement la conscience. C'est vraiment un sujet fascinant, un incontournable absolu du baccalauréat, et on va décortiquer tout ça. L'idée, c'est de se plonger là-dedans avec beaucoup de rigueur, bien sûr, mais on va le faire de manière hyper accessible et honnêtement assez amusante. Bon, le plan de match est simple. On va voir 1. La synthèse active. 2. Notre thèse sur la certitude de soi. 3. L'antithèse, c'est-à-dire l'illusion de soi. 4. La synthèse avec le rôle d'autrui. Et on terminera avec le côté méthodologie pure pour la dissertation. Et oui, pas de bonne analyse philosophique sans un plan en béton armé. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec notre première partie, la synthèse active, ou comment illuminer l'esprit. La base de la base, c'est l'étymologie. Conscience, ça vient du latin cum scientia, ce qui veut dire littéralement savoir avec. Faut bien comprendre un truc très important, ce n'est pas du tout un état passif, pas du tout. C'est une activité. Imaginez, c'est comme si on allumait une lampe de poche dans une pièce plongée dans le noir. Cette lumière, elle éclaire activement la compréhension qu'on a de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure. Sans cette fameuse lampe de poche, le monde existe toujours, évidemment, mais on ne se le représente pas du tout de manière claire. Et ça illustre parfaitement l'idée de la perception active chez le philosophe Alain. Quand on regarde un paysage, l'esprit ne fait pas juste absorber l'image passivement, comme le ferait l'objectif d'une caméra. Non, c'est un vrai travail de construction, étape par étape. D'abord, on reçoit les sensations brutes. Ensuite, hop, on dirige notre attention dessus. Et enfin, on synthétise tout ça grâce à notre entendement. C'est donc vraiment notre raison humaine qui va bâtir et structurer l'image du monde extérieur. C'est un peu comme assembler un immense puzzle. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, notre thèse, la certitude de soi. Le point d'ancrage de l'existence. Là, on touche à un concept absolument fondateur, le célébrissime « je pense donc je suis » de René Descartes. Alors, la méthode de Descartes, elle est assez radicale. Il utilise ce qu'on appelle le doute méthodique. En gros, il décide de douter de absolument tout. Il remet en question le monde extérieur, son propre corps et même toutes les informations que ses sens lui donnent. Mais au bout de ce doute extrême, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il tombe sur une vérité impossible à nier. S'il y a du doute, c'est qu'il y a une pensée. Et s'il y a de la pensée, c'est qu'il existe un esprit en train de penser. C'est la certitude absolue, indéniable de notre existence. Mais bon, en philosophie, on adore débattre. Regardons les choses sous un autre angle, de façon tout à fait impartiale. D'un côté, on a le dualisme de Descartes. Pour lui, l'âme est une substance pensante, bien distincte du corps, et c'est une certitude absolue. Mais de l'autre côté, on a la critique du philosophe David Hume. Et Hume, lui, c'est un empiriste, il prend l'exact contre-pied. Il nous dit que ce fameux moi pur, on n'y a tout simplement pas accès. Pour Hume, l'identité personnelle, c'est juste une illusion qui est créée par la continuité très rapide de nos perceptions dans le temps. C'est fascinant de voir comment ces deux visions opposées s'affrontent pour essayer de comprendre ce qu'est vraiment l'esprit. On passe à la troisième partie, l'antithèse, l'illusion de soi et les limites de notre maîtrise. Très souvent, on entend dire que l'introspection, c'est la clé de la sagesse. Sauf que Jean-Jacques Rousseau nous met en garde contre un piège majeur, ce qu'il appelle l'amour-propre. Attention, c'est différent de l'amour de soi. L'amour-propre, c'est quand le fait de se regarder le nombril dérive vers un narcissisme vraiment toxique. On finit par adorer une image complètement déformée de nous-mêmes, un personnage illusoire qu'on s'est créé sur mesure pour plaire au regard de la société. Au final, cette vanité ne fait que nous couper totalement de notre véritable essence. Du coup, ça nous amène à cette question magnifique, le genre de sujet qui tombe très souvent aux épreuves. Sommes-nous les seuls maîtres en la demeure de notre esprit? C'est une question vertigineuse qui nous pousse directement à regarder les limites que la psychanalyse impose à notre propre conscience. Et pour bien visualiser ça, rien de tel que la fameuse image de l'iceberg de Sigmund Freud. C'est hyper parlant. Imaginez l'esprit humain comme un iceberg géant. La partie dont on est conscient, la pointe qui sort de l'eau, ça représente à peine 10% du total. Tout le reste, les 90% en dessous, cette masse énorme et immergée, c'est l'inconscient. C'est un grand réservoir où se cachent nos pulsions, nos désirs refoulés, nos traumatismes. Et ce gros bloc caché, il influence et dicte nos actions de manière totalement automatique, à notre insu. Là où ça devient vraiment décoiffant, c'est avec cette citation de Freud. La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions. En clair, la conscience, ce n'est pas du tout une reine souveraine assise sur son trône. C'est plutôt un simple sous-produit. Elle n'apparaîtrait que parce qu'on est obligé de réprimer nos instincts naturels pour réussir à vivre en société. Autant dire qu'on est à des années-lumière de la grande certitude posée par Descartes. Allez, on avance vers notre quatrième partie, c'est l'heure de la synthèse, le rôle d'autrui, ou l'intersubjectivité. On a vu la certitude d'un côté et l'illusion de l'autre. Pour se connaître vraiment, le monde extérieur est indispensable. Comparons deux approches géniales.
D'un côté, Hegel nous dit que l'esprit prend conscience de lui-même par l'action. En travaillant, en transformant la matière physique autour de nous, on extériorise qui on est. De l'autre côté, on a Jean-Paul Sartre, qui met plutôt l'accent sur la lutte. Pour lui, on se découvre à travers le regard, le jugement et la reconnaissance des autres. Autrui est perçu comme un médiateur vital, même si ça implique une bataille constante pour ne pas être objectifié par ce fameux regard. Le grand point à retenir de tout ça, c'est que pour avoir une vraie conscience de soi, on a besoin de la reconnaissance des autres. L'identité, c'est fondamentalement une construction sociale. Leibniz rappelait très justement que ce sont les autres qui détiennent la mémoire de notre propre identité. Et Simone de Beauvoir a magistralement prolongé cette idée en démontrant que la condition de femme est une construction collective et sociale. Bref, le moi, il ne se fabrique jamais tout seul dans un vide absolu. Ce qui nous mène à notre 5e et dernière partie, la méthodologie de la dissertation. Comment structurer cet argumentaire? Concrètement, voici le mode d'emploi pour bâtir une excellente copie. 1. On définit toujours les termes comme des concepts actifs. Pensez à notre petite lampe de poche. 2. On structure avec beaucoup de rigueur via le fameux plan thèse, antithèse, synthèse. 3. On n'hésite pas à utiliser des analogies bien claires pour ancrer les idées, comme l'iceberg freudien. Et 4. On oppose les philosophes de manière objective et équilibrée, exactement comme avec notre face-à-face Descartes et Hume. Et le secret absolu d'une bonne synthèse, c'est de maîtriser ce qu'on appelle le dépassement. Faut bien faire comprendre que la connaissance de soi, ce n'est absolument pas un truc figé, reposant, acquis pour toujours. C'est un effort de tous les jours, c'est une conquête permanente et super dynamique. L'ultime synthèse, c'est d'accepter que cette quête, c'est un travail sans fin. Et pour conclure cette exploration en beauté, voici une réflexion particulièrement provocatrice. La conscience de ce que nous sommes fait-elle obstacle au bonheur? Une question qui donne pas mal le vertige, n'est-ce pas? Ça résume parfaitement toute la complexité de l'esprit et voilà de quoi bien faire chauffer les neurones pour une prochaine dissertation. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour un nouveau défi philosophique.